Je vais commencer peut-être par une petite mise au point. Même si le titre de ma présentation porte sur le portrait du bien-être numérique des jeunes en contexte de formation à distance et en ligne, je dois dire que ce que je vais présenter, c'est vraiment des résultats préliminaires, parce que ce portrait englobe plusieurs dimensions, mais je vais juste présenter quelques résultats qu'on a déjà analysés. Et donc, vous n'aurez pas le portrait dans son ensemble. L'autre chose que je pourrais dire, c'est que quand même ce portrait-là porte à la fois sur les enseignants, plutôt les étudiants de l'université, les étudiants de premier cycle à l'université, mais également aussi les étudiants de secondaire 4 et 5. Mais ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est uniquement par rapport aux étudiants universitaires. Évidemment, la recherche est financée par la chaire des réseaux jeunesse de recherche, la chaire des réseaux de recherche sur la jeunesse du Québec pour le volet éducation, citoyenneté et culture. Bon, en guise d'introduction, je ne pense pas que je vous apprends grand-chose dans la mesure où si je vous dis qu'au mois de mars, quand il y a eu la pandémie, les établissements d'enseignement ont été obligés de fermer les écoles et les universités. Tous les acteurs des institutions d'enseignement ont été obligés de vivre une transition rapide et imprévue vers l'apprentissage en ligne à distance, que ce soit les apprenants, les enseignants, les parents, mais aussi les responsables institutionnels. Actuellement, il y a une littérature aussi qu'on analyse. On voit quand même que ce contexte de pandémie-là a des effets sur le bien-être subjectif des apprenants en particulier, sans oublier bien sûr que ça a aussi des inconvénients sur tout le monde là. Mais par rapport aux apprenants, on doit relever aussi que ce contexte a permis de mettre en évidence les inégalités numériques. Les inégalités numériques étaient présentes, mais il les a, je dirais, mis sur la loupe, que ce soit en termes d'accès au numérique, en termes de compétences aussi d'usage, mais également au niveau du support qui est offert dans les environnements d'apprentissage, notamment les environnements familiaux. Par ailleurs, on ne se le cachera pas, souvent on entend dire que la génération actuelle, c'est une génération de natifs du numérique, qui maîtriserait les technologies plus que les autres générations précédentes, qui seraient considérées comme étant des immigrants du numérique. Cependant, quand on analyse les résultats faits résultats de recherche dans plusieurs contextes, on se rend compte que ça reste quand même un mythe, ce concept de digital natives, dans la mesure où on se rend compte que, d'abord, le rapport au numérique est très hétérogène et très inégal au sein des apprenants. Et surtout, cela a été expliqué par le fait que quand on parle d'inégalité numérique, il ne faut pas les isoler des contextes sociaux, donc des contextes sociaux dans lesquels sont présentes les inégalités sociales. Et donc, en recherche, il est vraiment très, très important d'analyser les inégalités numériques en éducation, en les plaçant dans le contexte socio-culturel très large duquel proviennent les apprenants. Et cela nous a amené donc à nous poser une question. Comment les inégalités numériques chez les jeunes affectent leur bien-être dans une situation d'apprentissage en ligne à distance? Un effleurage un peu conceptuel, évidemment, il y a plusieurs concepts, mais juste pour présenter quelques éléments. Quand on parle d'inégalité numérique, en gros, on veut parler de privation de capacité pour les personnes ou les individus à saisir vraiment les avantages des technologies numériques, que ce soit au niveau des compétences qui sont déployées ou des dispositions des personnes, ou même de sens pratique par rapport justement aux usages des technologies numériques. Bon, globalement, on va distinguer trois types d'inégalités numériques. Parfois, on va parler de fracture, mais le concept de fracture est un peu, je dirais, très ambigu. Et donc, on préfère utiliser le concept d'inégalité qui permet de situer, je dirais, les niveaux. Donc, on pourrait situer trois types d'inégalités. Le premier niveau, ce serait les inégalités qui sont liées à l'accès aux technologies, mais aussi à la qualité des technologies auxquelles on a accès. Deuxième niveau, c'est les inégalités qui sont reliées aux compétences d'usage. Et le troisième niveau, c'est les inégalités qui sont
je dirais, relié à la capacité de mettre à profit les usages et les compétences des outils numériques pour servir ses intérêts ou son capital individuel. Donc, on va parler des inégalités de l'avoir, de l'avoir lorsqu'on parle des inégalités sur rapport à l'accès, et des inégalités numériques qui sont de rôle de savoir, que ça se rapporte aux compétences d'usage, et aux inégalités du pouvoir lorsque ça concerne, si vous voulez, les inégalités de troisième niveau, ou les inégalités qui sont relatives à la capacité des individus à mobiliser les compétences et les usages à différentes fins, notamment, par exemple, l'enrichissement de son capital individuel. Bon, le concept de bien-être numérique aussi, c'est un concept qui est, je dirais, peut être défini différemment selon les disciplines, en santé, en éducation, en psychologie, en philosophie. Et donc, je pourrais dire qu'on s'est donné une définition plus ou moins, qui était plus ou moins opérationnalisable. Donc, le bien-être numérique serait comme un état où le bien-être subjectif est maintenu dans un environnement numérique. Et quand on parle de bien-être subjectif, il renvoie aussi à ce qui serait considéré comme étant le mieux pour une personne, ce qui satisfait les individus dans un contexte particulier ou dans un contexte donné. Évidemment, ici aussi, je dois dire qu'il y a beaucoup de théories par rapport au concept de bien-être subjectif. Il y a notamment des théories hédonistes qui mettent en avant le plaisir, d'autres qui sont des théories démoniques, qui vont mettre en évidence, qui vont se baser sur un certain nombre d'indicateurs. Mais on s'est donné, je dirais, des définitions après avoir fait le tour de ce qui est avancé comme définition dans la littérature. On s'est donné des définitions qui nous permettaient un peu d'être plus opérationnel dans notre recherche. Bon, grosso modo, les objectifs de notre recherche, c'est vraiment de comprendre comment les inégalités numériques chez les jeunes affecteraient le bien-être dans une situation d'apprentissage en ligne à distance, avec comme objectif spécifique d'abord de dégager les variables contextuelles des âges numériques en situation d'apprentissage en ligne à distance, selon les caractéristiques socio-économiques des jeunes. Je dirais que les résultats préliminaires que je veux présenter vont davantage se rapporter à ce premier objectif spécifique, étant donné que les analyses sont en cours, mais aussi que la collecte de données, le sondage est encore aussi en cours. Donc, ce que je veux présenter, comme je le disais, c'est vraiment des résultats préliminaires. Deuxième objectif spécifique, de dégager les relations entre les usages numériques des jeunes et les stratégies métacognitives déployées pour naviguer dans l'environnement numérique. Autrement dit, on va aussi voir comment les apprenants s'autorégulent dans le contexte actuel où ils sont obligés de déployer les compétences numériques, mais aussi être confrontés à certaines contraintes, comment ils s'autorégulent dans ce contexte-là. Et dernier objectif, nous allons analyser les relations entre les inégalités numériques et le bien-être subjectif et les répercussions lors d'une situation d'apprentissage à distance. Donc, on a beaucoup de données qu'on va analyser prochainement pour traiter les deux objectifs spécifiques suivants. Bon, au niveau de la méthodologie, c'est vraiment un sondage. C'est un sondage qui a débuté en novembre, qui continue. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter les résultats préliminaires qui concernent le monde universitaire. Donc, c'est vraiment des résultats qui concernent 395 questionnaires qui ont été complétés, donc d'étudiants de premier cycle à l'université. Et comme on le voit, on voit que la majorité, c'est des femmes qui ont participé. Donc, on a 288 femmes et 102 hommes et 5 personnes non binaires. Les résultats préliminaires que je vous présente concernent les éléments suivants. D'abord, l'accès, ensuite les usages, ensuite la perception de compétences et l'appréciation de l'enseignement à distance, de même que le support que les apprenants considèrent qu'ils ont reçu dans le contexte de la pandémie. Par rapport à l'accès, voici les résultats qui se dégagent. On voit que par rapport aux différents outils avec lesquels les étudiants se connectent, on voit vraiment que majoritairement, une majorité écrasante, c'est davantage l'ordinateur portable et le téléphone intelligent. Dans une moindre mesure, on voit aussi qu'ils vont utiliser
le téléviseur, la tablette électronique, console de jeu. Mais globalement, on voit que c'est vraiment l'ordinateur portable, le téléphone intelligent que les étudiants vont utiliser. Au niveau des usages, on demandait par exemple aux étudiants pendant une semaine à quelle fréquence ils pouvaient se connecter, ils pouvaient faire des activités en ligne. Et on voit que ici aussi, il y a un certain nombre d'usages quotidiens qui sont considérés comme étant très fréquents. On voit par exemple que c'est la messagerie instantanée qui vient en avant. Ensuite, la recherche d'informations pour les études, l'écoute de la musique, les courriels, le visionnement de sites de partage vidéo, le suivi de l'actualité, le visionnement et diffusion en continu, notamment les streaming, la recherche d'infos pour loisirs, etc., etc. Donc, déjà, ça donne une idée sur les usages les plus fréquents, étant entendu qu'on va pouvoir plus tard faire des décroisements avec certains usages, avec certaines caractéristiques aussi là. Ensuite, au niveau des compétences, comment les étudiantes et étudiants évaluent leur niveau de compétences pour utiliser les outils numériques, les appareils numériques. Ici, on a les résultats qu'on a sortis, on essaie de voir au niveau des différentes disciplines. Est-ce que, par exemple, y a-t-il, au niveau des sciences humaines et sociales, au niveau de la santé, sciences et génie, est-ce que ça se présente de la même façon ou c'est différent? Encore une fois, c'est vraiment c'est une perception globale, mais on se rend compte quand même que globalement, la perception de ces étudiants, le sentiment de compétence, on voit que quasiment plus de 60% vont considérer que ils ont une société à un stade avancé et 38% à peu près vont considérer qu'ils sont en stade intermédiaire. Et on voit qu'en génie, ils se situent à un niveau plus élevé de perception de compétences, notamment que plus de 60, presque 72%, c'était un niveau plus avancé, alors qu'on voit que pour les autres sciences, pour les autres disciplines, ce n'est pas au même niveau. Jean Gabin, il vous reste 3 minutes. Oui. Par rapport aussi à l'appréciation générale de l'enseignement reçu, on voit quand même que globalement, on voit que 30% sont à peu près peu satisfaits, alors que 26% sont globalement satisfaits, 44% moyennement satisfaits. Nous avons essayé aussi de sortir le niveau de satisfaction par rapport au sexe, et nous nous rendons compte qu'on voit que les hommes sont davantage moyennement ou plus satisfaits que les hommes, oui, à peu près 76% chez les femmes et à peu près 56% chez les hommes. Ensuite, par rapport aux tâches, au support reçu dans les tâches d'apprentissage pour la réalisation des tâches à distance, on voit ici que dans les 3 domaines disciplinaires, on voit que les pairs sont les premiers à offrir le support. Et on voit que ce support au niveau des pairs est quand même plus élevé dans le domaine je dirais, dans le domaine de la santé. Oui, dans le domaine de la santé. Alors que ailleurs, pour les autres volets, je dirais que c'est pour d'autres disciplines, que ce soit en sciences humaines ou en sciences et génie, c'est à peu près comparable. Mais après, c'est bien sûr le personnel enseignant qui offre le plus de support. Après, on va voir qu'au niveau des sciences humaines, c'est plus la famille. Bon, il y a aussi quelques préoccupations qui ont été relevées par les étudiants, notamment qu'au cours au niveau de l'enseignement à distance et en ligne, ils ont éprouvé il y a des problèmes techniques qui sont assez récurrents. Et ils considéraient aussi que la formation du personnel enseignant devrait être renforcée au niveau des compétences technopédagogiques. Les méthodes d'enseignement aussi qui devraient être plus enrichis, que les formateurs devaient être plus disponibles, mais aussi qu'ils ont eu beaucoup de charges de travail, qu'ils avaient besoin aussi de beaucoup d'encadrement et aussi besoin de beaucoup plus de présence sociale, notamment des formateurs. Bon, ici, c'est juste une illustration qui montre que les étudiants ont besoin quand même de contacts humains, mais aussi qu'ils ont besoin aussi ils expriment aussi le besoin que
les enseignants ont besoin d'être formés pour les accompagner. Bon, en guise de conclusion, comme je le disais, ça dégage par un portrait global par rapport au bien-être numérique, mais ça donne quelques indications, notamment par rapport à l'accès aux compétences d'usage, au support reçu, quelques indications aussi par rapport aux variations entre les domaines. Bon, comme je le disais, c'est bien sûr ce que je vous présente à une portée limitée dans la mesure où d'abord c'est des analyses préliminaires, la collecte de données est en cours, les analyses aussi sont en cours, alors les résultats substantiels sont plus à venir. Voilà.